Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle fois, et bienvenue pour ce nouveau webinaire Veblen. Je m'appelle Wojtek Kalinowski, je suis co-directeur de l'Institut Veblen, et j'aurai donc aujourd'hui le plaisir d'animer cette séance, qui est une séance de présentation, de discussion de notre nouvelle note, qui détient la dette publique, une question de soutenabilité, et que vous pouvez donc trouver sur notre site, si vous ne l'avez pas déjà lu. Nous avons avec nous tous les auteurs, ainsi que deux ou trois discutants, et donc à qui je remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous savez, pour ceux qui suivent les séances Veblen, c'est un format plutôt court. Donc notre ambition, c'est de terminer à 13h45. On peut déborder jusqu'à 14h au besoin. On l'a souvent fait par le passé. En tout cas, ça reste quand même un format plutôt court. Notre programme est très chargé. Donc, je ne vais pas m'attarder ici avec des longues introductions. Je laisserai tout de suite la parole à ma collègue Isabelle Copé-Souberan. Je dirais simplement que cette note s'inscrit dans un programme, un des programmes que nous menons à l'Institut Veblen, Monnaie et finances dans la transition écologique, et que ce programme, donc un peu comme son nom l'indique, vise à orienter, à faire des propositions, comment orienter les systèmes financiers et le système monétaire dans le sens des objectifs de la transition. Jésabelle, je te laisse peut-être introduire tout de suite notre débat et remercier aussi à nos discutants encore. Tu as 20 minutes pour faire, disons, présenter ce travail collectif. Je n'ai pas mentionné les autres, Maximilien et Anne, qui sont avec nous aussi, qui ont coécrit la note, mais tu pourras les présenter aussi. Donc, essaye de tenir 20-25 minutes grand max, puisque nous avons donc deux discutants, voire trois discutants, et notre ambition a toujours été de garder un temps d'échange avec les gens qui font la gentillesse de venir discuter avec et nous écouter et de discuter avec nous. Donc, il faut qu'on garde un moment pour les questions, les remarques, que je vous invite à mettre dans la fonction de chat, pas dans la fonction de chat, dans la fonction des questions et réponses. Et j'espère que nos co-auteurs pourront peut-être répondre au fur et à mesure à certaines, mais d'autres, on pourrait aussi les injecter dans le débat entre vous. Donc Jésabelle présentera la note. Ensuite, chacun de nos discutants aura peut-être 5, max 10 minutes là aussi d'une première réaction. Si le reste du temps, on fera un échange, un deuxième temps d'échange entre vous. Mais en tout cas, on laissera un temps d'échange avec la salle. Et je vous invite donc, à ceux qui nous écoutent, nous faire part de vos remarques, de vos questions par écrit. Voilà, Isabelle, la parole est à toi. Merci beaucoup, merci Wojtek. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel, de ne pas dépasser les 20 minutes pour maintenir un grand temps de discussion. Donc c'est un travail collectif qu'on a intitulé Qui détient la dette publique? Une question clé pour la soutenabilité, parce qu'on met l'accent sur la composition de la détention de la dette. Et donc ce travail a été réalisé avec Maximilien Coussin, qui est présent, qui est économiste à la Finance pour tous, et Anne Fèvre, qui est économiste à la Caisse des dépôts et consignations. Et merci encore à nos collègues de la Banque européenne d'investissement et du CEPI d'avoir accepté de regarder ce travail et puis de le discuter. Alors, euh, on a évidemment un débat actuellement très chaud sur la dette publique. On ne cesse d'entendre parler du mur de la dette. On entend un peu moins parler finalement du mur d'investissement, même si les appels à préparer l'avenir ont été assez présents dans des rapports qui ont été importants dans le débat public il y a un petit moment. Je pense notamment au rapport Draghi. Donc il y a évidemment un conflit d'objectifs très fort entre ce mur de la dette, le mur d'investissement, une équation financière compliquée. Alors,
Notre objectif dans la note, c'est d'essayer justement de regarder quelles sont les marges de manœuvre des États et bah, en particulier de quelques pays de l'Union européenne qu'on va comparer à d'autres dans la situation actuelle. Autrement dit, est-ce qu'ils peuvent continuer d'augmenter leur dette sans se mettre en difficulté pour pouvoir justement faire face au mur d'investissement? La question qui nous occupe, nous, dans la note, c'est vraiment pas celle, en fait, de l'équilibre budgétaire. Donc, il va y avoir des ajustements qui seront trouvés, euh, on sans doute, pour arriver à stabiliser les déficits. Mais nous, notre questionnement, il va au-delà de ça. En fait, notre questionnement, c'est vraiment comment est-ce que on va pouvoir réaliser des investissements d'avenir est-ce qu'on va pouvoir est-ce qu'on va pouvoir les faire, sachant que beaucoup de ces investissements nécessitent une part importante de financement public? Est-ce qu'on va avoir les marges de manœuvre pour ça? Et dans la note, on veut également attirer l'attention sur un point, c'est que la dette publique, c'est toujours en tout cas dans la période contemporaine, c'est une dette de marché. Elle est contractée auprès d'investisseurs. Et ça, dans le débat sur la dette publique, eh bien, il ne faut pas le perdre de vue. Il ne faut pas perdre de vue, évidemment, la réaction des investisseurs, le sentiment des investisseurs aux variations de la dette. On a une démarche très simple dans ce travail. On part des faits stylisés, c'est-à-dire qu'on on va regarder les trajectoires de dette dans différents pays. On a choisi 6 pays. On a 4 pays de la zone euro, dont la France. Et on a le Japon et les États-Unis parce que en matière de dette, eh bien, ces 2 pays font émerger en fait des caractéristiques très particulières. Je vais y venir. Donc, on part des faits stylisés. Ensuite, on a une intuition qui est assez forte sur la composition de la dette. On se sert de cette intuition pour faire une estimation, pour regarder comment est-ce que le coût de la dette varie en fonction de l'augmentation de la dette. On en tire des conclusions, on fait voir quelques effets, et puis ça débouche en fait sur des éléments de discussion à la fin sur des recommandations. Alors, si je repars des faits, si je repars des faits stylisés dans la note, évidemment, le pays qui est toujours assez atypique, c'est le Japon, qui se caractérise par un ratio de dette plus élevé que partout et la charge d'intérêt plus faible que partout ailleurs dans les pays qu'on examine. Donc 250% de ratio de dette et 0,14% du PIB en charge d'intérêt, ce qui est évidemment peu commun comme situation. On a un autre cas assez typique, c'est celui des États-Unis, où la charge d'intérêt a pas mal augmenté ces 2 dernières années et y atteint en fait, un niveau assez élevé comparé aux autres pays, sans pour autant, pour le moment, que ça suscite véritablement une défiance des investisseurs. Alors, vu ce qui se passe aux États-Unis, on n'est peut-être pas à l'abri de ça, mais en tout cas, sur la période qu'on observe, nous, jusqu'à fin 2024, eh bien, c'est pas du tout, cette augmentation de la charge d'intérêt n'est pas du tout un- un synonyme de défiance. Et puis, après, bah, quand on regarde un peu au niveau des pays européens, on a l'Allemagne, alors qui s'est illustrée évidemment par son orthodoxie budgétaire, mais qui pour autant eh bien, a une charge d'intérêt, certes faible, mais légèrement supérieure à celle du Japon, par exemple. Et puis enfin, pour examiner les trajectoires de la dette, pour examiner différents pays, on utilise l'approche très classique qui consiste à regarder l'indice de soutenabilité qui fait la différence entre le taux de croissance du PIB d'un côté et puis le taux d'intérêt de la dette et le déficit de l'autre. Eh bien, ce qu'on au fond, ce qu'on voit, c'est que ça varie énormément selon les années, selon les pays, que ça ne dit pas grand-chose de la soutenabilité effective des pays. Si par exemple on se fie à cet indicateur pour évaluer la soutenabilité de la dette japonaise, ben, ça fait longtemps qu'on dirait qu'elle n'est pas soutenable. Et c'est un indicateur qui est en fait très très éloigné de la réalité des marchés que nous voulons prendre en compte dans ce travail. Alors, en fait, pour justement essayer d'y voir un peu plus clair dans la diversité de ces situations,
Bien, il nous semble qu'une piste intéressante, c'est précisément d'aller regarder la composition de la détention de la dette souveraine. Et on a là, encore à travers le Japon, eh bien quelque chose d'assez intéressant, c'est que la dette japonaise eh bien, est détenue en fait en très large part par la Banque centrale. D'accord? Donc près de 50% de la dette publique japonaise est détenue par la Banque centrale et la part des non-résidents est très très faible au niveau de la dette japonaise, enfin, comparée aux autres pays, elle se situe fin 2024 à 13%. Et donc, l'élément en fait, qu'on entend ici exploiter, c'est précisément euh, de voir l'incidence de la composition de la détention de la dette et de voir notamment l'incidence de la forte détention par la Banque centrale. Comment ça influence la sensibilité du taux d'intérêt de marché à l'augmentation de la dette. Et c'est ça que l'on fait dans notre estimation, c'est-à-dire que pour chacun des 6 pays, eh bien, on estime cette sensibilité et on va regarder comment varie le taux d'intérêt de la dette par rapport à l'augmentation de la dette totale ou par rapport à l'augmentation de la part de dette détenue par la Banque centrale, par rapport à la part de dette détenue par les résidents, ce qui va nous informer aussi évidemment sur la sensibilité à la part de dette détenue par les non-résidents. On fait ça avec un petit modèle simple, parcimonieux, linéaire, hein. C'est un modèle, c'est un petit modèle VAR qui fait interagir la dette avec la croissance du produit intérieur brut et puis le taux d'intérêt. On est sur des variables trimestrielles. Alors, on va faire émerger évidemment un chiffre qui mesure cette sensibilité pour chaque pays. Ce n'est pas la valeur absolue qui nous intéresse, c'est plus, bien sûr, la comparaison, même si je commenterai un tout petit peu le chiffre qu'on obtient. Alors voilà, si vous voulez, très, très, très brièvement nos résultats. Euh, voilà ce qu'on voilà ce qu'on représente graphiquement, hein. Ce sont les graphiques d'estimation de cette sensibilité du taux d'intérêt de la dette à sa variation, avec donc la sensibilité à la variation de la dette totale, la variation du taux à la variation pardon, à la variation de la part détenue par la Banque centrale, etc. Qu'est-ce qu'on voit? Bah déjà, juste si on jette un coup d'œil très rapide sur ces graphiques, on voit que les profils, hein, de ces courbes sont assez différents, ce qui veut dire qu'en fait, cette sensibilité qu'on mesure, elle varie assez fortement d'un pays à l'autre. Et ce qu'on voit notamment, alors si on prend le cas de la France ici, hein, le premier graphique en haut à gauche, eh bien, c'est que la sensibilité euh, du taux d'intérêt à la variation de la dette totale est trois fois plus élevée qu'au Japon, alors Japon ici, ou aux États-Unis. Ce sont les deux graphiques du bas. Alors, l'ordre de grandeur qu'on obtient pour la France, c'est qu'au pic, au pic de sensibilité, eh bien, 1% d'augmentation de l'encours de dette, ça fait augmenter le taux d'intérêt de 1,6 point de base. Je vais revenir sur ce chiffre parce que ça peut paraître rien du tout. En fait, c'est pas rien du tout. Euh, ce qu'on voit également à travers ces graphes, c'est que le taux d'intérêt réagit systématiquement, enfin quasi systématiquement moins, si je mets de côté les États-Unis, à l'augmentation de la part de dette détenue par les résidents qu'à la dette totale, d'accord? Mais systématiquement plus qu'à la part détenue par la Banque centrale. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, la part de dette détenue par la Banque centrale, ça agit vraiment comme une sorte de totem d'immunité. En tout cas, ça améliore la soutenabilité de la dette, ça rend le taux d'intérêt systématiquement moins sensible. Alors, je reviens juste sur la valeur
que l'on trouve dans le cas de la France. Là, le 1,6 point de base d'augmentation pour 1% de dette en plus, est-ce que c'est rien du tout ou pas? Bon, on pourra en rediscuter si vous voulez un petit peu après. C'est pas négligeable en fait. C'est pas négligeable. Pourquoi? Parce qu'on est sur des estimations en valeur trimestrielle. On a des effets qui se cumulent avec les augmentations de dette. Et la surcharge d'intérêt, eh bien en fait, elle va s'appliquer sur toute la nouvelle dette émise et donc sur la partie aussi de la dette émise qui sert à rembourser la dette roulée. Alors, prenons un petit exemple ici qui n'est pas qui est pas dans la note, mais qu'on a fait pour la présentation. Donc, un petit exemple avec un programme de transition écologique de 32 milliards par an. On est vraiment dans les clous, si vous voulez, des ordres de grandeur. Imaginons que ce soit ça sur 5 ans. Donc, ça fait 160 milliards d'euros d'investissement public à réaliser. Eh bien, quand on calcule la surcharge d'intérêt liée à l'estimation qu'on a produite, eh bien, ça revient en fait sur les 5 ans à une surcharge cumulée d'environ 30 milliards d'euros. D'accord? Donc, on détaille les calculs en annexe. C'est pas rien du tout, hein, cette sensibilité qu'on met en évidence dans le cas de la France et qui est 3 fois plus grande que celle observée au Japon ou aux États-Unis. Et donc, ces résultats permettent de mettre en évidence, au fond, deux effets. Il y a euh, cet effet immunisant, hein, cette sorte de totem d'immunité lié à la part de dette publique détenue par la Banque centrale. Et en fait, on comprend bien pourquoi. Quand une banque centrale lance des programmes d'achat d'actifs pour acheter des titres de dette, elle a précisément en ligne de mire le fait de piloter les taux longs, de faire baisser les taux d'emprunt souverain, même si elle ne communique pas forcément beaucoup en ce sens. Quand le programme touche à sa fin, eh bien, en fait, la Banque centrale est jamais très pressée de revendre les titres qu'elle détient, parce qu'en en fait, toutes ces opérations, pour elle, ça s'inscrit dans ses missions de stabilité monétaire et financière. C'est pas du tout des achats de titres qui s'opèrent dans le cadre d'une gestion active de portefeuille, comme ça peut l'être, par exemple, pour des fonds d'investissement détenteurs aussi de titres de dette publique. Donc ça, c'est pour l'effet immunisant. Et pour l'effet sensibilisant qu'on met en évidence avec la part détenue par les non-résidents, parce que le taux d'intérêt réagit systématiquement plus fort à cette part-là, eh bien ça, en fait, ça renvoie à des choses assez bien connues, et d'ailleurs, c'est assez bien couvert dans la littérature. Les investisseurs étrangers, eh bien, sont naturellement sensibles au risque de change, au risque politique. Et dans la détention de titres, il y a toujours une histoire de biais domestique et donc de sensibilité plus grande en fait, à la détention de titres étrangers. Alors cet effet-là, on le voit pas tellement affecter la dette japonaise. Pourquoi? Tout simplement parce que la part des non-résidents est faible dans le cas de la dette japonaise. Dans le cas des États-Unis, cet effet-là ne joue pas comme dans les autres pays et on comprend bien pourquoi en fait, hein. Ils ont le dollar devise clé et puis les bons du trésor comme quasi-monnaie. Euh, donc voilà, on commente un petit peu ces deux effets. Alors, une fois une fois qu'on commente ça, si vous voulez, quand on a ça, on se dit, bon, euh, il faudrait, euh, euh, il faudrait essayer de se doter du totem d'immunité, d'avoir l'effet protecteur, l'effet immunisant, et puis essayer peut-être de se défaire un peu de l'effet sensibilisant. Bon, on va y revenir à travers nos propositions. C'est pas toujours aussi simple que ça. Il y a toutefois, en fait, une surprise qui apparaît quand on poursuit notre analyse, c'est que euh, même là où la dette a pu augmenter très fortement sans que la charge d'intérêt ne réagisse, d'accord? Typiquement, le Japon. Eh bien, même là, en fait, la trajectoire de la dette et la trajectoire de l'investissement public n'ont juste rien à voir, hein. C'est-à-dire que l'investissement public n'a absolument pas suivi l'augmentation de la dette. Et donc, ça veut dire qu'on peut
toujours chercher à se doter des totems d'immunité, et on va y revenir, pour pouvoir faire en sorte que la dette augmente sans que ça pose un problème. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que l'investissement public suivra. D'accord? Donc, c'est quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête. Et vous voyez ici, je ne vais pas commenter tous les graphes, mais euh, si vous regardez le cas du Japon, bah, vous voyez donc la progression de la dette sur la courbe noire et l'évolution l'évolution du taux d'investissement public sur la courbe rouge. Et là, on a vraiment un magnifique effet de ciseaux. S'ajoute à ça, alors en prenant en compte le fait que la dette publique, c'est une dette publique de marché qui se contracte sur les marchés financiers, eh bien s'ajoute à ça en fait l'observation des conditions de marché et des conditions de marché qui se durcissent. Alors, une première observation, c'est que la dette se roule, bien évidemment. Alors, quand il y a des commentaires sur la dette se roule et sur l'idée que ça facilite les choses, ben, en fait, en termes d'investissement, pas forcément, parce que qu'est-ce que ça veut dire que la dette se roule? Ça veut dire qu'une large part des émissions sert à rembourser les dettes passées. D'accord? Dans le cas de la France, si on prend l'année 2024, eh bien, un petit peu moins de la moitié quand même des émissions de dette publique du Trésor ont servi précisément à rouler la dette, c'est-à-dire à rembourser 155 milliards d'émissions obligataires. Et on sera à peu près dans le même ordre de grandeur, en fait, en prévisionnel pour 2025. Et en quoi ça peut être problématique? Bah, c'est problématique parce que le marché, c'est pas un puissant fond. Donc, les émissions nouvelles doivent rencontrer la demande. Plus il faut émettre de dette pour rembourser la dette passée, et plus on va quand même être limité dans les émissions nouvelles pour en consacrer certaines véritablement à la dépense d'investissement. Même si ça répond avant tout à un choix politique, il y a cet effet qui joue. Et bah, au niveau des conditions de marché qui se resserrent, en fait, on a une structure offre-demande qui est en train de changer assez fortement. Pourquoi? Bah, parce que la fin des politiques monétaires accommodantes, ça a mécaniquement réduit la demande de titres. Il y a également l'arrivée à échéance des prêts très accommodants de monnaie centrale qui se faisaient avec du collatéral, titre de dette publique. Eh bien, ce collatéral, maintenant, il est disponible sur le marché. Donc ça augmente l'offre de titres. Ça veut dire que on a au fond, d'un côté, une augmentation de l'offre de titres sur les marchés secondaires, de l'autre côté, une diminution de la demande. Tout ça va dans le sens, en fait, de la baisse du prix et de la hausse des taux. Et donc, on est dans un contexte, en fait, avec cette évolution-là, un contexte de hausse des primes de risque observé sur les titres de dette publique, c'est lié aussi aux politiques budgétaires, et un contexte dans lequel, eh bien, il ne serait pas impossible, en fait, d'assister à des effets d'éviction des titres de dette publique par des titres de dette privée. Donc, c'est ça, en fait, les conditions de marché du moment. Donc, tout ça veut dire, si vous voulez, que si on prend un pays comme la France, on n'a pas le totem d'immunité du flûte. On n'a pas le totem d'immunité du Japon. On n'a pas non plus les totems, on n'a pas du tout les totems américains. On a des conditions de marché qui sont compliquées. Donc, oui, l'équation financière est difficile et il faut aller chercher en fait, il faut aller chercher des alternatives. En tout cas, il faut aller chercher des solutions pour desserrer les taux, pour retrouver des marges de manœuvre. Alors, je prends juste 2 minutes parce que c'est là-dessus, en fait, que j'aimerais bien vous faire intervenir. Il y a deux grands ensembles de solutions. Soit on va chercher à améliorer les conditions de marché sans du tout remettre en question la dette publique de marché, soit on va chercher du côté de financement hors marché. Alors, du côté des solutions finalement de marché, eh bien, il s'agit d'aller chercher un peu l'effet immunisant des banques centrales en relançant par exemple des programmes d'achat d'actifs ou en cherchant des formes de mutualisation. Euh, En revanche, se protéger de l'effet sensibilisant, ça c'est plus compliqué parce que ça va forcément altérer la demande de titres, réduire la demande de titres, et donc ça jouera sur le coût de la dette. Et c'est plutôt en fait
au-delà d'ailleurs du fait d'être des non-résidents, c'est plutôt le type d'acteur hein, qui joue dans cette histoire et le fait notamment d'avoir des acteurs financiers ultra spéculatifs, ultra court-termistes. Ce qui nous intéresse, nous, à Veblen, depuis un certain temps, c'est précisément d'aller éclairer des modes de financement hors marché. Il y en a beaucoup, en fait, hein, des modes de financement hors marché envisageables. Par exemple, eh bien, on peut soumettre au débat le fait d'autoriser à nouveau des prêts directs de la Banque centrale au Trésor. Bah, ça, historiquement, on sait bien que c'est possible. Certaines banques centrales n'y sont pas totalement fermées, la BOE par exemple. En revanche, en zone euro, ça semble être vraiment quelque chose d'impossible. C'est interdit en tout cas par le traité, mais ça fait partie des choses dont il faut discuter. Personnellement, moi, ce n'est pas ma solution préférée, mais je pense qu'il faut en débattre. Il y a d'autres solutions, et là, on a la chance d'avoir des collègues de la Banque européenne d'investissement, donc des solutions du type coordination entre les banques publiques, notamment bah, la Banque européenne d'investissement et la Banque centrale européenne. C'est-à-dire qu'on pourrait on pourrait très bien imaginer une mobilisation plus forte des banques d'investissement, d'autant que ces banques-là ont accès au financement de la Banque centrale. Elles l'utilisent assez peu. On les fait beaucoup fonctionner comme des fonds d'investissement. Alors peut-être qu'en continuant de les faire fonctionner comme des fonds d'investissement, on peut malgré tout les mobiliser plus pour les faire contribuer au financement de la transition. Peut-être qu'on pourrait les faire un peu plus fonctionner comme des banques et que ça aiderait le financement de la transition. Et puis, il y a encore d'autres types de propositions, comme celle qui consisterait à restaurer le circuit du trésor. Alors, pour l'expliquer vraiment en deux mots, hein, il s'agit d'une manière ou d'une autre eh bien, d'organiser, de contraindre la détention de la dette publique, principalement par les banques. Donc, il y a des propositions en ce sens. Il y a des propositions aussi de monnaie fiscale complémentaire. Wojtek pourra peut-être en dire un mot dans la discussion. Et puis enfin, eh bien, il y a des solutions du type mobilisation de la Banque centrale en lui faisant émettre de la monnaie sans dette, subvention monétaire, pour augmenter la capacité de subvention, sans que ça fasse pression sur la dette, sans que ça fasse pression sur l'impôt, tout ça en complément d'autres solutions. Donc voilà un peu, si vous voulez, les éléments de discussion sur lesquels on débouche et sur lesquels eh bien, on aimerait bien entendre votre point de vue. Voilà, merci beaucoup et désolé, j'ai un tout petit peu dépassé, mais pas tant que ça. Merci Isabelle, tu as été parfaite, exemplaire. Merci beaucoup. Donc vous voyez, en réalité, c'est une note qui pose deux questions. Celle des conditions de soutenabilité de la dette et ensuite la question qui est annexe, enfin qui est liée, mais qui n'est pas identique, c'est comment financer les investissements nécessaires, comment les financer et les orienter dans le bon sens. Et donc nous avons avec nous donc deux, si j'ai bien compris, deux intervenants. Alors peut-être que la division du travail entre vous, que nous n'avons pas discuté au préalable, c'est peut-être que effectivement vous souhaitez aborder ces deux aspects du travail, c'est-à-dire les conditions de la soutenabilité de la dette. Bon, alors, dans ta bifurcation entre les conditions de marché et des conditions hors marché, tu es allé un peu vite vers le deuxième volet, mais la note explore aussi un peu les astuces, pour ainsi dire, les astuces qu'on pourrait chercher pour augmenter, pour emprunter moins cher, Mhm. pour faire vite. En tout cas, disons, les options qui sont devant nous, c'est sans doute, bon, celle peut-être dont Thomas va parler, de retrouver une trajectoire budgétaire pour retrouver la confiance des investisseurs. C'est un peu ça qui est dans le débat mainstream, si j'ose dire, aujourd'hui, mais que nous voulons dépasser. Ensuite, justement, la bifurcation, donc trouver des astuces pour emprunter moins cher, utiliser la banque centrale, autre chose, c'est un peu évoqué dans la note. Et ensuite, commencer à réfléchir sur comment modifier les systèmes. Et là aussi, je dirais que il y a quand même une gradation des solutions. Certaines pourraient s'introduire dans les interstices, dans le système du système juridique actuel. En tout cas, il faut l'explorer. D'autres qui carrément, effectivement, impliqueraient une modification des traités. C'est sans doute cette exploration plus juridique. J'espère que nous allons la mener avec Isabelle cette année. Mais alors, donc je me tourne vers nos intervenants. Alors, qui souhaiterait intervenir en premier? Thomas?
Je vous appelle au tableau. Comme je suis appelé au tableau, je vais Ouais. intervenir. Bah, vous m'entendez? Oui, Ok, parfaitement. super. Ben, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de participer. Alors, je voudrais tout d'abord féliciter les auteurs pour cette note que j'ai vraiment trouvée super intéressante, très bien écrite. J'ai appris plein de choses. Donc, je vous invite tous, si vous êtes, à la lire parce qu'on on apprend. C'est vraiment très très bien documenté en termes de faits stylisés. Il y a de l'économétrie et après, il y a même des propositions économiques. Donc, il me semble que c'est vraiment un modèle de papier policy. Donc voilà, donc c'était une promo voilà, une félicitation aux auteurs. Moi, sur la question de la soutenabilité, donc en fait, ce qui est très intéressant, il me semble, c'est que vous confirmez avec de l'économétrie ce qui est des intuitions qu'on peut avoir enfin, à partir de mécanismes. C'est-à-dire qu'en effet, s'il y a une part de la dette détenue par des étrangers, ben, la dette va être plus sensible. Et à l'inverse, ce que vous appelez le totem d'immunité, c'est-à-dire si la Banque centrale rachète massivement la dette publique, donc ce que vous montrez bien avec le cas japonais, c'est une façon de contrôler les taux longs. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien montré. Alors, une remarque, donc vous évoquez ça tout d'abord sur le cas du Japon, et c'est vrai que depuis 25 ans, donc, le Japon mène cette politique de contrôle des taux longs. Et avec des niveaux aujourd'hui de dette publique qui sont très élevés, autour de 240% du PIB, et on aurait pu penser qu'il pourrait continuer un peu ad vitam aeternam, c'est-à-dire continuer à accumuler cette dette publique et en disant en fait c'est pas un problème puisque de toute façon elle est finalement rachetée par la Banque centrale. Ce que je trouve inquiétant du point de vue du Japon, vous l'évoquiez rapidement dans la note, mais peut-être que ça mériterait un développement supplémentaire dans les mois qui viennent, c'est sur la montée des taux qui sont quand même très inquiétants au Japon ces derniers mois, et se demander dans quelle mesure même ce système japonais de contrôle des taux longs, qui était au début prévu pour durer une courte période et qui est devenu maintenant structurel, en fait, est tenable sur la durée. Il y a eu une dépréciation du yen japonais de près de 25% ces dernières années par rapport au dollar. Et donc on voit bien que la Banque centrale du Japon aujourd'hui, elle est un peu tiraillée. Et donc, et ça, il y a une vraie question même en termes de totem sur ce totem d'immunité que vous évoquez. Donc ça, c'est le premier point. Je vais passer directement maintenant sur les solutions que vous préconisez. Donc il y a deux grande famille de préconisations que vous faites. C'est soit ce que vous appelez améliorer les conditions de la dette de marché. Donc en gros, c'est soit, si je résume, soit faire du QE, enfin sous différentes formes. Donc y compris la Banque centrale a fait dans les années 2010 pour essayer de baisser la pression sur sur les taux longs. Soit ce que vous dites aussi et que vous montrez de façon très intéressante, soit où on peut améliorer les conditions de marché en faisant de la mutualisation de la dette. Et là, vous avez notamment ce graphe qui est intéressant où on voit enfin, que les taux sur la dette européenne étaient plus élevés que sur la dette française pendant longtemps, que c'était plus coûteux, la dette, c'était plus coûteux d'emprunter au niveau européen que d'emprunter au niveau français. Donc, on voit bien que cette dette européenne, elle peut être intéressante pour des pays comme l'Espagne, l'Italie, qui avaient traditionnellement des taux élevés, pour un pays comme l'Allemagne, ou dans le passé, pour un pays comme la France, c'était beaucoup moins intéressant. Et donc, au-delà des difficultés politiques à mettre en place ce genre de solution, on voit bien que le rapport Draghi qui préconisait une mutualisation accrue des dettes publiques, on va dire malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose depuis un an en termes de réalisation concrète. On voit bien la difficulté d'aller beaucoup plus loin dans cette voie. Et enfin, et donc ça c'est vrai que c'est ce qui est les pistes qui vous sont chères à l'Institut Veblen
et que notamment Jezabel défend depuis de nombreuses années. Il y a toutes les questions de financement hors marché. Et donc là, je trouve aussi intéressant dans la dette, dans la note, c'est que vous discutez un peu la faisabilité juridique dans le cadre institutionnel actuel. Donc on voit bien on voit bien qu'il y a certaines options qui sont sur la table, mais qui en fait qui posent de telles difficultés juridiques, tel le circuit du Trésor, par exemple, que dans les années qui viennent ou à court terme, ça paraît euh, très peu crédible que ce sera mis en place, quoi. Bon, c'est pas forcément un argument très fort, mais on voit bien que si déjà on n'arrive pas à faire une mutualisation de la dette, qui pose moins de problèmes d'un point de vue économique et juridique, enfin moins de questions en tout cas, faire remettre en place des circuits du Trésor, je doute que les Allemands, pour prendre cet exemple, l'acceptent. Euh, il y a sur ensuite ce que vous appelez je vais aller rapidement, pardon, il y a deux autres options qui me semblent intéressantes. Donc il y en a une, c'est sur les subventions monétaires de la Banque centrale. Bon, il faudrait toute une discussion sur ça. Moi, je pense que ça pose trois types de problèmes. Si je résume, il y a une question qui est purement économique, c'est-à-dire bah, si la Banque centrale finance directement certains secteurs d'activité. Je comprends bien que c'est pas exactement ça que vous dites, mais ça pose quand même une question in fine, ça risque d'être un peu inflationniste, a fortiori dans le cadre de financement de la transition écologique, dont vous rappelez qu'une partie significative de ces investissements sont non rentables. Donc c'est pas exactement la même chose de financer des investissements rentables et d'être dans un cadre spécifique de la transition écologique où ces investissements sont non rentables, donc potentiellement ne créent pas de la richesse économique supplémentaire. Et donc en termes de théorie quantitative de la monnaie, il me semble, c'est encore potentiellement plus problématique. Bon, il y a évidemment la question du cadre institutionnel, ça me paraît très compliqué évidemment dans le cadre européen actuel de le faire. Et puis enfin, il y a une question qui me semble démocratique, qui me semble importante, c'est que bah, les banques centrales sont indépendantes euh, et donc euh, comment des autorités indépendantes peuvent juger qu'il faut financer certains secteurs d'activité et pas d'autres. Évidemment, quand on parle de certains secteurs d'activité, bah, ça favorise aussi, quand on parle de la Banque centrale européenne, certains pays et pas d'autres, parce que si vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes spécialisé dans le nucléaire et qu'on considère que les investissements dans le nucléaire sont pas verts, pour prendre un exemple récent, bon, bah, évidemment, ça va pas favoriser un pays comme la France. Donc pour moi, il y a vraiment une question aussi démocratique dans ça. Est-ce que c'est à une banque centrale, à une autorité indépendante de décider de choix d'investissement qui en fait impactent directement les populations et les structures économiques? Et enfin, juste, et je m'arrête là, je m'excuse si j'étais long, c'est sur un autre point qui est intéressant que vous développez, c'est sur le lien entre la coordination accrue qui pourrait être envisagée entre les banques publiques d'investissement et la BCE. Donc là, mon collègue sera sûrement beaucoup mieux armé pour parler de ça, mais moi, ce qui me semble, et on revient un peu sur le problème des investissements écologiques, c'est qu'il me semble qu'une partie de ces investissements sont non rentables. Or, quand on parle, par exemple, des financements que peuvent apporter par exemple la Banque européenne d'investissement, il faut que ce soit des projets bankable, enfin, il faut que ce soit des projets avec une certaine rentabilité, c'est-à-dire où il y a une capacité de remboursement. Or là, de nouveau, on est dans ce cas précis de la transition où justement, c'est comment on fait pour financer ce type d'investissements qui sont non rentables et donc qui nécessitent une part de subvention et qui nécessitent donc qu'un acteur ait une dette. Et donc c'est là où je sais pas, moi, on peut évidemment faciliter les conditions de marché, ça c'est clair, on peut améliorer ça, mais que structurellement, financer les investissements massifs dont on aurait besoin, à partir de ça, ça me semble difficile. Et dernier point, juste pour conclure, il me semble qu'il y a quelque chose qui mériterait d'être approfondi, c'est le rôle de l'investissement privé. On a beaucoup parlé ces dernières années du succès, entre guillemets, de l'Inflation Reduction Act du président Biden et des subventions publiques qui étaient faites pour favoriser l'investissement, notamment dans les industries vertes. Mais de mémoire,
presque 80% de l'investissement dans l'Inflation Reduction Act, c'est de l'investissement privé. Mmh. Et donc, quand même, il y a quand même une grosse question en Europe, et donc là, on revient sur des choses plus orthodoxes, mais une grosse question en Europe, c'est comment justement on arrive à attirer ces investissements privés sur le sol européen. Et donc, pour moi, ça, c'est une question qui dépasse la banque publique, enfin, les banques publiques d'investissement ou la banque centrale. C'est vraiment comment on réussit à recréer de la richesse sur le territoire européen et comment on donne envie aux investisseurs d'investir sur le territoire européen. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent, vous, en tant que ménage, si vous investissez aux États-Unis et pas en France, c'est pas juste parce qu'il n'y a pas. C'est nous, ça. Ah, Ah oui, on a perdu On a ah, Thomas. perdu Thomas. on a perdu Thomas. Ah Mm. ben, dommage, bah, il en était, bah, il va nous retrouver, mais alors Thomas, non. Bon, il en était à sa conclusion. Mm, Mm. mm. On va peut-être laisser entrer Massimo en attendant Tom. Ah, mais oui, non, il est toujours. Ah oui. Ah si, voilà. Ah pardon, bah, je sais pas, excusez-moi, je sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais bon voilà, je m'arrête là, c'est Pas une très façon longtemps. de. Non, non, merci beaucoup Thomas. Vous avez déjà pour cet accueil, disons, bienveillant de notre note et surtout parce que vous avez bien retenu un point qui est très important pour nous, c'est qui est de chercher des solutions à différents niveaux. C'est-à-dire de chercher intervenir dans le débat tel qu'il est posé aujourd'hui en cherchant des petites solutions, si vous voulez comme ça, si vous voulez dire ainsi, mais d'aller aussi plus loin et d'interroger les systèmes. Et donc, vous avez aussi assuré la transition peut-être vers ce que va dire Massimo. Enfin, on n'en sait rien, mais c'est vrai que les banques du public de développement sont appelées au tableau. Et je dirais tout simplement que là, vous avez soulevé à juste titre cette question de rentabilité. Effectivement, aujourd'hui, tel que c'est écrit dans les traités, alors, les banques publiques de développement peuvent être refinancées dans des conditions similaires aux d'autres banques. Donc, il n'y a pas de bonification, ce qui est, à mon avis, très injuste, puisque leurs missions sont très différentes. Je suis sans doute pas le seul à les penser, d'ailleurs. Mais justement, c'est là comment dire, où on voudrait continuer le travail, disons, de recherche, des solutions pour pouvoir bonifier quand même via des programmes dédiés spécifiques. En tout cas, la question, c'est la question que la curiosité qu'on a, c'est que est-ce que cette partie du système financier peut faire davantage et dans quelles conditions alors? Mais alors, sans plus tarder, Massimo, on vous donne la parole. Merci beaucoup. D'abord, merci aussi de m'avoir invité. Mon collègue Rui m'a dit qu'il avait un empêchement, mais il va quand même peut-être essayer de nous joindre. D'ailleurs, lui, c'est un spécialiste de notre direction des finances, donc il pourra mieux que moi parler des conditions de financement direct de la Banque centrale à la BEI. Mais bon, alors, merci aussi pour votre note qui est factuelle, intéressante, originale dans le contexte actuel, très utile. Je pense, d'abord, je vais essayer de répondre à la question que vous m'avez posée directement. Est-ce que les banques publiques peuvent faire plus? La réponse immédiate, c'est oui. Mais le problème, c'est qu'il y a toute une série de questions qu'il faut éclaircir, à mon avis. Et d'ailleurs, je voudrais vous aussi dire que je parle à titre personnel comme expert, je ne représente pas officiellement les positions de la Banque européenne d'investissement, mais en tant qu'expert, je quand même regardé à ces questions depuis un moment et je crois qu'il y a un certain nombre de points qu'il faudrait fixer lorsqu'on raisonne sur ces questions-là. Alors, je dirais que le plus important de tous ces points,
c'est d'une compréhension approfondie du message principal de Keynes, à savoir que c'est l'investissement qui crée l'épargne et pas son contraire. En réalité, tous ces raisonnements sur la dette publique partent d'un postulat que c'est l'épargne qui crée l'investissement. Donc, si on veut investir, il faut aller chercher l'épargne. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. C'est la dépense, dans une économie moderne monétaire, c'est la dépense qui crée l'épargne, que ce soit privée ou publique. Donc, une fois que cela est compris, si c'est compris, et ce ne l'est pas généralement, il faut ensuite raisonner correctement sur le problème du secteur public et du secteur privé. Parce que la question que l'on néglige normalement, c'est la question de la consolidation des secteurs publics et des secteurs privés. Or, si on prend la comptabilité nationale aujourd'hui, et ce sont les chiffres que tout le monde utilise, notamment les 3% célèbres de contraintes budgétaires sur le PIB, sont définis par rapport à la comptabilité nationale dans laquelle on définit les administrations publiques comme étant le gouvernement et la sécurité sociale plus les autorités locales, alors que les entreprises publiques, ce qui est une énorme part de l'ensemble des entreprises, font partie du secteur des entreprises et, entre parenthèses, réalisent une grande partie de l'investissement fixe à long terme. Donc, par exemple, EDF ou d'autres compagnies de ce type, sociétés de ce type, sont classées dans le secteur privé. Enfin, non sont pas, quand on parle, par exemple, d'investissement public, on parle de l'investissement des administrations publiques. On ne parle pas du consolidé des entreprises publiques et la même chose pour la dette. Donc, en fait, la dette publique dont on parle, c'est la dette des administrations publiques, sans compter ni la dette ni les actifs des entreprises de propriété de l'État. La même chose pour les banques publiques. Donc, si maintenant, et la Banque centrale, on peut admettre que elle fait partie du secteur public, même si dans beaucoup de pays, dont je pense la France, mais aussi l'Italie, une partie non négligeable, c'est pas la majorité, de la propriété de la Banque centrale est privée, mais bon, ça c'est un petit détail. Mais, donc si on consolide correctement, il faut mettre dedans la Banque centrale, les banques publiques, les entreprises publiques et bien entendu les administrations publiques. Ce qui donne un tableau complètement différent de celui qui est généralement donné et qui doit être pris en compte en termes de soutenabilité ou pas. En prenant en compte, bien entendu, la question que c'est l'investissement qui détermine l'épargne et pas son contraire. Donc, le premier point que je voudrais faire, c'est, oui, alors, comme c'est l'investissement qui détermine l'épargne, est-ce que l'investissement va être public ou privé? Bon, s'il n'est pas privé, il doit être public, mais public, ça veut dire consolider dans le sens que je mentionnais. Troisième point que je pense doit être éclairci, c'est la question de qu'est-ce que c'est la monnaie. Or, la monnaie, c'est une obligation du secteur public. En fait, c'est le passif de la Banque centrale, en gros. Et en fait, la dette publique est de la monnaie qui génère de l'intérêt. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Germain, qui était le fondateur du Crédit Lyonnais, qui a fait beaucoup d'argent en gérant la dette publique de la Commune de Paris, qu'il avait acheté, qui payait un intérêt très cher. Et c'est comme ça qu'il est devenu riche et il a fondé le Crédit Lyonnais. Donc, la question donc, est de comprendre que la dette publique et la monnaie sont des substituts dans le portefeuille du secteur privé. Et également de comprendre les règles de base de la comptabilité qui font que si on est dans une économie fermée, une augmentation de la dette publique en fait, augmente la richesse privée. C'est comptable. Enfin, je veux dire, les dépenses publiques automatiquement génèrent des réserves dans le système bancaire.
Et donc, le crowding out, ça n'existe pas. C'est le contraire. Au contraire, c'est le cas du Japon, on le montre. Si la dette publique augmente beaucoup, les autorités monétaires doivent trouver un moyen pour empêcher que les taux d'intérêt deviennent négatifs. Parce que, en fait, ça augmente les réserves disponibles dans le secteur bancaire. Et donc, facilite les prêts, etc. Donc, une fois qu'on a bien compris que tout ce système, que tous ces liens entre tous ces concepts, quelle est la réponse à donner à votre question? La réponse est oui, le secteur public consolidé peut très bien résoudre l'équation financière que vous avez posée dans le papier. Mais il faut bien comprendre et distinguer dans la création monétaire pour l'investissement, la création initiale et la création finale. C'est-à-dire, au moment où l'investissement est décidé, il y a des banques qui vont prêter de l'argent pour lancer cet investissement. Cet investissement va ensuite créer l'épargne qui va le financer. Quand cette épargne va être utilisée, elle pourra refinancer l'investissement à long terme. Alors, le point, c'est donc dans le financement initial de l'investissement, quelle doit être la part du public consolidé et du privé consolidé. Bien entendu, la part du public consolidé doit augmenter. Alors, comment faire ça? Ça, c'est la question que pose votre papier en les distinguant donc entre solutions de marché et solutions non marché. Bon, moi, je ne vois pas ça de façon aussi comment dire, claire. C'est-à-dire, pour moi, tout ça, une fois qu'on a consolidé, c'est clair qu'il y a un secteur privé consolidé, un secteur public consolidé. Alors, on peut très bien envisager un programme d'investissement public qui soit financé par des banques publiques à des entreprises publiques qui font les investissements. Et ces investissements sont ensuite créateurs de richesses. Bien entendu, le problème, c'est est-ce que l'investissement est rentable ou pas? Alors là aussi, je me permets de, en italien on dit sfatare, mais je ne sais pas en français comment on dit, un mythe, c'est-à-dire de déconstruire, pour utiliser un mot à la mode. Mais sfatare, c'est plutôt, ça parle des faits. Donc, vous savez, les faits, les dames qui font des choses magiques. Sfatare, c'est le contraire. Bon, bref, je vous lis cet article parce que je l'ai utilisé ce matin, et donc fraîchement en mémoire. Article 18 du statut de la BEI, ex-article 20 du traité, sur l'Union européenne. Excuse-moi, du traité de Rome, ex-article 20, qui est devenu 18 dans le traité actuel. Alors, en anglais, hein, mais en fait l'original est en français. Dans le financement de ces opérations, la banque, donc la Banque européenne d'investissement, suit les principes suivants. 1, elle doit assurer l'emploi rationnel autant que possible dans l'intérêt de l'Union de ses fonds. Et 2, et bon, il y a plusieurs autres articles, mais là, ce sont les points intéressants. Elle peut donner des prêts et des garanties seulement si, dans le cas d'investissement du secteur productif, le prêt est couvert par intérêt, les intérêts et l'amortisation sont couverts par les profits opérationnels, ou dans le cas des autres investissements, c'est-à-dire qu'il y a d'autres investissements que les investissements dits productifs, par un engagement de l'État membre dans lequel l'investissement est consenti, ou par d'autres moyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, que il faut que le plan de financement soit bouclé pour que la BEI intervienne, mais qu'il soit bouclé par une intervention publique ou pas, et notamment c'est logique, bien entendu, ici on pense au bien public comme, disons, cas non productif.
ça n'a pas d'importance. La BEI ne fait pas de distinction entre privé et public. C'est pas qu'il faut forcément que l'investissement ait une rentabilité. Il faut distinguer la rentabilité économique, sociale de l'investissement de sa rentabilité financière. Et en fait, quand on fait l'instruction d'un projet, on calcule les deux et on calcule la différence entre les deux justement pour évaluer le projet. Deuxième point, et je termine ici, l'investissement doit être fait lorsqu'il contribue à l'augmentation globale de la productivité de l'économie européenne. Or, augmentation globale de la productivité, c'est un concept dynamique, ce n'est pas le concept statique de la fonction de production. Et donc, ça veut dire qu'en fait, disons par exemple un investissement en éducation ou un investissement de santé ou un investissement, disons, de type public, d'intérêt public, et climat, etc., augmente la productivité en général de l'économie, même s'ils ne sont pas nécessairement générateurs de recettes monétaires. Donc, en conclusion, je dirais qu'il faudrait avoir des stratégies claires pour que, disons, il y ait un projet commun, je dirais européen en fait, de relance de l'investissement public qui soit financé en gros par la Banque centrale, à travers la Banque européenne d'investissement, à travers le système des banques publiques et à travers les entreprises publiques, afin de reprendre le contrôle de la gestion, si vous voulez, macroéconomique de l'économie européenne, qui a été perdu lors du passage intermédiaire à la monnaie unique. Mais ce passage, c'est-à-dire dans le passage intermédiaire à la monnaie unique, forcément, on ne pouvait plus admettre que les États nationaux créent de la monnaie. Et donc, ils ont empêché que le système des banques centrales puisse financer directement les États nationaux. Mais en réalité, pour conclure l'opération, il faudrait que maintenant le système de la Banque centrale européenne puisse financer, disons, la finance publique européenne dans son ensemble. Et ceci est possible soit par coordination des politiques économiques, soit par modification des traités, soit par... enfin, il y a une gamme de possibilités. Donc, voilà, je me suis un peu peut-être prolongé trop, mais je pense que ces éléments doivent rentrer dans une perception correcte du problème. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Massimo. Je suis sans doute pas le seul à penser que c'est absolument passionnant. Enfin, vos deux interventions. Merci beaucoup, Thomas. Et sans doute, alors je laisse la parole à Jésabel et à nos co-auteurs, mais bon, c'est sans doute cette coordination qu'on cherche, justement. Et j'ai bien noté, merci pour cette exégèse des articles. Effectivement, ce bouclage par le système public consolidé, ça implique forcément la BCE, et la question qu'on se posera, c'est est-ce que cette coordination implique forcément une modification des traités, ou est-ce qu'on peut trouver des combines, si vous permettez le terme, pour coordonner déjà. C'est une grande tâche, mais à mon avis, bon, c'est pas un secret pour Jézabel, que c'est évidemment dans ce sens-là qu'elles vont, mais pas mes préférences personnelles, parce qu'elles n'ont aucun intérêt, mais en tout cas mes jugements de ce qui est des objectifs politiques qu'on devrait se fixer. Alors, mais maintenant, après ces deux discutants passionnants, on a encore au moins 15 minutes, voire 30 minutes, selon la disponibilité des uns et des autres. Donc déjà, dans un premier temps, je pense que Isabelle voudra sans doute réagir, et peut-être aussi nos co-auteurs, Maximilien et Anne également. Et je remercie déjà à Maximilien et à Anne d'avoir répondu aux questions qui ont été posées dans la fonction au fur et à mesure. Il en reste quelques-uns. Donc si on n'arrive pas à répondre par écrit, on va gardons 10-15 minutes à la fin pour pouvoir les injecter dans vos réactions des uns et des autres. Voilà. Isabelle. Oui, moi j'ai déjà pas mal parlé, mais merci beaucoup à Thomas et à Massimo. Je pense qu'on va se répartir un peu les réactions. Peut-être que
Anne va pouvoir réagir un peu à la remarque de Thomas sur la montée des taux au Japon, qui montre que le totem d'immunité, il n'est pas complètement incassable, d'accord? Donc, il peut présenter à un moment donné une certaine fragilité. Donc, peut-être que Anne va réagir sur ça. Euh, sur la faisabilité juridique des options hors marché, oui, ça fait vraiment partie en fait, du sillon qu'on veut creuser à Veblen. Enfin, on va bosser un peu cette année dans l'optique des cliniques juridiques des juristes sur ces sujets, et notamment sur la notion de subvention monétaire, euh, pour examiner la compatibilité avec le cadre institutionnel. Donc, ça répond à une des remarques de Thomas sur le côté inflationniste. En revanche, il y a vraiment dans la proposition, en fait, si tu lis Le pouvoir de la monnaie, tu verras qu'il y a il y a il y a des outils de régulation monétaire qui sont proposés. Et puis, peut-être que Max pourra répondre aussi, pourra réagir effectivement aux commentaires passionnants de Massimo. Moi, j'adhère à tout ce à tout ce que Massimo a dit. Cela étant, je pense que ça laisse entier le problème du financement, et que oui, ça nous invite, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de l'intervention de Massimo, ça nous invite à réfléchir à l'organisation d'un pôle public de financement. Mais je pense que en fait, il ne suffit pas de dire qu'on se trompe de raisonnement et que ce n'est pas l'épargne qui crée l'investissement, c'est l'investissement qui crée l'épargne pour éteindre le problème. Il ne suffit pas de dire non plus finalement qu'on se trompe dans la typologie des secteurs institutionnels et qu'il faudrait consolider correctement, parce que bon, ça ne fait que déplacer, je dirais, la frontière un peu entre ce qui est et ce qui devrait être. En tout cas, où ça brouille un peu la frontière entre ce qui est et ce qui devrait être. Et donc, je crois que ça permet juste, en effet, de dessiner une proposition de pôle public de financement qui mobilise davantage les banques publiques, qui fait intervenir davantage les banques centrales. Et voilà, bon, je veux pas parler plus que ça, et je voudrais faire réagir nos co-auteurs. Donc, je voudrais que Anne puisse réagir là sur les conditions de marché de la dette japonaise, et puis que Max aussi puisse réagir. Et s'il y a du temps, je reviendrai après aussi sur les questions de rentabilité, parce qu'il y avait pas mal de questions sur rentabilité des investissements nécessaires à la transition. Alors qu'on s'entende bien, hein, quand on dit des investissements non rentables, c'est non rentable financièrement, mais ce sont des investissements qui ont un caractère indispensable et qui ont évidemment au sens large une rentabilité sociétale, une rentabilité écologique. Mais leur absence de rentabilité financière fait que on a besoin de subventions pour ces investissements. Et c'est là où il faut justement s'interroger sur la possibilité de subventions budgétaires ou bien d'autres mécanismes en complément, comme les subventions monétaires. Je laisse la parole à Anne. Oui, merci beaucoup, Isabelle. Voilà. Et merci pour la lecture de notre article. C'est vrai que le cas japonais est un peu un cas d'école, et quand on est sur les marchés, comme sur le marché obligataire, c'est assez surprenant de voir à quelle vitesse les taux sont remontés cette année. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse nous disant que le 30 ans japonais était sur des plots historiques, évidemment, puisque par rapport à la dette d'émission qu'il y a il y a 20 ans, il n'y avait pas eu de dette préalable, avec des taux qui ont atteint les plus de 3%. Et en fait, ça montre bien, on est pourtant dans une phase où la BOJ a continué à acheter des titres massivement. Elle a évoqué récemment le fait de réduire sa détention d'ETF, mais on n'est pas du tout dans une situation de marché où on a une banque centrale qui a arrêté d'acheter. Au contraire, hein, la banque centrale continue d'acheter. Et malgré tout, on a des taux qui montent. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est aussi l'anticipation d'un QE qui se réduise. C'est l'anticipation de ce QT qui, finalement, a aussi généré des hausses de taux importantes. Donc ça, c'est le premier facteur, et ça montre bien, quand on évoque le fait il suffit de faire du QT, oui, mais il faudrait faire du QT de façon permanente et pour des montants extrêmement forts pour que les investisseurs restent convaincus finalement que les taux restent bas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on a une banque centrale qui, en même temps qu'elle ne veut pas finalement complètement réduire son bilan,
est quand même dans une phase où elle souhaite remonter les taux. Alors on peut se poser la question du pourquoi, mais finalement elle est face à une inflation qui est revenue au Japon. On est sorti d'une période de déflation, ce qui était quand même le but des politiques quantitatives. Et si on a une inflation qui remonte, il faut bien que notre taux d'intérêt, à un moment donné, remonte aussi. Et on a aussi des anticipations, là aussi, de hausse de taux qui ont généré ce mouvement. Donc oui, il est clair que si les banques centrales achètent une partie de la dette publique, ça rend cette dette publique moins sensible aux variations de taux. Mais en fait, l'immunité, elle est que partielle, et c'est ce que montre le cas japonais. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi de voir, quand on entend dans le débat public actuel en France, c'est la dette française est détenue à plus de 50% par des étrangers, donc c'est pour ça qu'elle est très sensible. En fait, on voit que dans le cas japonais, où avec une détention de 13% par les étrangers, on a quand même des taux qui peuvent remonter. Et pourtant, ce n'est pas les étrangers qui sont revenus et qui sont intéressés par la dette japonaise. Ce qui montre bien que c'est aussi dans la composition de la détention au niveau domestique et qui la détient qui va créer finalement les conditions de soutenabilité de cette dette et fixer le niveau de taux d'intérêt. Et ce qu'on voit au Japon, c'est qu'on a aussi une augmentation de la dette privée qui aujourd'hui finalement crée un effet d'éviction sur sa dette publique et des hausses de taux. De la même manière qu'aux États-Unis, on en a parlé un tout petit peu dans la note, mais on ne pouvait pas parler non plus de tout. On voit bien aussi que parce qu'il y a une augmentation de la part de détention de la dette américaine par les hedge funds, qui sont des détentions qui sont quand même plus courtes, qui a généré aussi plus de volatilité de taux d'intérêt et qui a aussi conduit à cette augmentation des primes de risque souverains. Donc les mécanismes, ils sont vraiment multiples. Et une banque centrale qui achète de la dette publique, bien évidemment que ça permet de réduire les tensions à la hausse sur les taux d'intérêt, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, à ce titre-là, juste pour revenir sur la question sur la prime de risque sur la dette européenne, c'est vrai qu'on a vu une dette européenne qui était plus coûteuse dans le marché avec des taux d'intérêt plus hauts que celle de la dette française jusqu'à la dernière dissolution. En fait, c'est lié aussi au statut de la dette européenne, qui n'était pas dans les indices, qui était considérée comme moins liquide, qui était moins ample et donc pas perçue de la même façon par l'investisseur. Donc derrière, on voit bien que ce n'est pas qu'une histoire finalement de niveau de dette et de dette publique et de ce que ça finance. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça un des soucis, c'est qu'aujourd'hui, finalement, les investisseurs s'intéressent quand même souvent assez peu à ceux qu'on finance par cette dette-là. Ce qui était aussi un de nos sujets, et c'est pour ça qu'on voulait remettre en avant l'importance du fait qu'on puisse avoir une dette qui augmente sans financer l'investissement public. Je laisse la parole à Maximilien ou à Josabelle. On va faire intervenir Maximilien. Oui, je vais faire vite, je vais faire synthétique. Merci beaucoup Thomas et Massimo pour votre intervention. Si j'ai bien compris Massimo, finalement ce que vous expliquez, et c'est du coup très intéressant, c'est que... Ah, je m'entends écho, ça va? Ok. Ça va. C'est que finalement le cadre pour que la BEI finance des investissements non productifs d'intérêt général ne semble pas si loin, voire même plus ou moins existant, et que finalement c'est plus une question de consensus économique au sein des institutions européennes qu'un problème juridique. Hem, pour revenir, brièvement sur ce que vous avez expliqué sur, la causalité épargne-investissement, effectivement, je pense que c'est important à mettre en avant, de mettre en avant que c'est bien l'investissement qui fait l'épargne et non le contraire. Bah, évidemment, ça ne remet pas en cause, le concept d'intermédiaire financier. Je pense peut-être que je me trompe, mais je suppose que vous avez fait, en fait, référence aux travaux de Gradiani sur la différence entre finance initiale et finance finale. Le fait que bien sûr, il y a de la création monétaire par le crédit au départ, mais qu'ensuite, quand cet argent se retrouve sur le compte, par exemple, de dépôt de quelqu'un d'autre, au final, tout se passe comme si les banques avaient fait office d'intermédiaire entre les acteurs. Euh, mais voilà, sans remettre en cause, bien sûr, ce concept d'intermédiaire, je pense que faire bien sentir cette idée que c'est l'investissement qui fait l'épargne, même si, évidemment, c'est dans la tête de tout le monde, mais le faire monter tout en haut du consensus des institutions européennes, c'est à mon avis, la bascule vraiment nécessaire pour que les banques publiques soient vraiment à l'initiative, de la création monétaire et pas juste, aient un rôle d'intermédiaire financier. Parce qu'évidemment, être à l'initiative, de la création monétaire au départ, c'est un pouvoir qui est beaucoup plus puissant, ça offre beaucoup plus de flexibilité. Pour l'instant, je pense que, les banques publiques, sont, un petit peu trop cantonnées à la discipline puisque précisément, elles ne créent pas vraiment, de monnaie. Donc voilà, je pense que c'est une bascule qui est très importante. Voilà. Merci Oui. beaucoup. Euh,
Sur peut-être une remarque supplémentaire hein, sur. Pardon, j'ai vu que Massimo voulait répondre, Jésabel. Ah, Peut-être on pardon, lui laisse très bien, très bien. réagir. Super, ouais. Non, mais je vous en prie, Jésabel. Hein, Non, Massimo, vous êtes là pour que nous Ok. vous écoutions. Non, c'est gentil. Oui, donc je voulais juste ajouter un point et répondre à la remarque de Maximilien. Oui, donc je suis d'accord tout à fait avec ce que vous avez dit, que en fait le cadre en grande partie est là, il suffit de l'utiliser. Bon, j'ai discuté aussi des questions juridiques. Je ne suis pas un spécialiste juridique, mais je pense que juridiquement, il y a moyen, par une décision, par exemple, du Conseil, de passer outre toute une série de contraintes. Mais le point que je voulais quand même souligner, c'est le suivant. En réalité, la contrainte, elle est sur les dépenses d'un emprunteur qui tombe sous le périmètre des financements publics. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. C'est-à-dire, tout euro qui va du secteur bancaire au secteur des administrations publiques est automatiquement un euro de déficit, statistiquement. Ce qui fait que, en réalité, aujourd'hui, il y a une limite de 3% à l'endettement consolidé. C'est-à-dire, la BEI, en fait, n'a pas de limite sur le marché, parce que sur le marché des capitaux, il y a tous les fonds que vous voulez, mais elle ne peut pas prêter à des États qui ont une limite sur leurs dépenses et sur la part des intérêts qu'ils peuvent consacrer à l'amortissement de la dette. Donc, un obstacle qu'il faut lever, qu'il faut trouver un moyen légal de lever, c'est l'obstacle qui a été mis de façon indirecte et implicite sur le montant qui est possible de prêter. Mais cet obstacle vient des limites sur les dépenses publiques. Donc, en fait, il faudrait quelque part une décision des gouvernements qui disent, par exemple, bon, on a proposé plusieurs fois et on l'a malheureusement proposé pour les dépenses de la défense, de les éliminer de la comptabilité, si vous voulez, de Maastricht. Mais en fait, on pourrait faire ça pour les dépenses du climat, pour les dépenses d'éducation, de santé, etc. Et donc de permettre à toute dépense publique européenne, entre guillemets, de sortir de ces contraintes qui ont été mises dans une phase de progression vers l'union monétaire, mais qui est, je dirais, aujourd'hui un peu dépassée. Et donc ça, c'est le point que je voulais faire. Et le deuxième chose, oui, effectivement, je faisais référence à Graziani et au fait qu'en réalité, la monnaie, pour bien faire, elle doit être seulement un véhicule. On ne doit pas créer de la monnaie. Enfin, le QE, un jour ou l'autre, il faudra bien l'éliminer. Mais aujourd'hui, la situation est que j'ai fait le calcul. Le montant créé par QE, par toutes les banques centrales depuis 2008, si vous regardez les bilans des banques centrales, ça représente 50% du PIB mondial. Ça veut dire de l'ordre de 50 000 milliards de dollars. Ça, c'est la monnaie qui a été créée depuis 2008. Or, c'est vrai que maintenant, on est arrivé à un plateau et ça n'augmente plus. Et le Japon commence à avoir quelques états d'âme pour continuer à augmenter sa dette, etc. Mais c'est aussi parce que le Japon a une faible croissance. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de voir comment la finance initiale est dirigée vers les investissements qui sont les plus productifs au niveau social et pas seulement financier. Et je pense qu'au Japon, le problème aujourd'hui est que, à force de s'installer dans une trajectoire de croissance faible, c'est le moment où, effectivement, ils sont obligés de dévaluer pour récupérer une compétitivité à l'exportation qu'ils ont perdue suite, disons, à la progression de la Chine. Mais en réalité,
ils ne veulent pas faire ça trop vite, et donc la Banque centrale, je sais, c'est mon interprétation, garde les taux, enfin, disons, ne suit pas, ne crée pas toute la monnaie qui serait nécessaire pour maintenir les taux bas. C'est un choix de politique économique, comme c'est un choix de la politique économique américaine de ne pas baisser les taux alors que Trump veut baisser les taux, ou de la politique européenne. En réalité, la vraie condition d'équilibre, c'est que le taux de croissance, le taux d'intérêt nominal ne doit pas dépasser le taux de croissance des salaires. Et cette condition-là, qui n'a pas été observée pendant toute la période comment dire, néolibérale, disons, depuis les années 80, qui a déterminé un basculement de la distribution des revenus du travail vers le capital, qui est insoutenable en réalité. Donc, il faut revenir à la soutenabilité. La soutenabilité, ce n'est pas dette sur PIB. La soutenabilité, c'est que le taux d'intérêt ne doit pas dépasser le taux de croissance des salaires. Je m'excuse, hein, mais autant dire les choses comme elles sont. Merci. Merci beaucoup, Massimo. Alors, en principe, nous avons épuisé notre temps, mais on a toujours quelques minutes si vous voulez bien. Est-ce que, donc c'est peut-être la ronde conclusive. Peut-être je ne sais pas si Thomas, si vous voulez ajouter quelque chose ou réagir, et ensuite on va peut-être laisser aux auteurs, à mes co-auteurs de conclure. Ouais, merci beaucoup. Moi, je suis un peu en désaccord parce que je pense que, par exemple, sur le paradoxe de l'épargne, c'est vrai au niveau macro, c'est pas vrai au niveau micro. C'est-à-dire au niveau macro, Keynes, ce qu'il dit, c'est qu'en effet, si vous faites une politique de relance, vous allez avoir plus d'investissement, plus de croissance et donc plus d'épargne in fine. Mais au niveau micro, c'est pas vrai. Si vous n'avez pas de capital, vous ne pouvez pas financer de l'investissement. Un pays pauvre ne peut pas financer des investissements massifs s'il n'y a pas d'épargne ou de capital. C'est pour ça qu'une partie des pays essaye d'attirer les investissements. Et que nous, une de nos difficultés en Europe, c'est justement qu'on peut avoir de l'épargne, mais qui s'investit. Et donc là, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'après, en effet, c'est les conditions pour avoir de la croissance sur le sol national. Et donc, ce qui permet éventuellement investir l'épargne sur le sol national. Mais ça, il me semble que ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que ça dépend pas seulement des conditions monétaires, ça dépend essentiellement des politiques économiques qui sont menées, des rivalités, par exemple, au niveau industrie, quand on parle d'industrie verte, nos investissements ne seront pas rentables face aux rouleaux compresseurs chinois. C'est pas possible si vous pouvez pas financer ad vitam aeternam des batteries en Europe à perte si les Chinois sont capables de les produire 30 à 40% moins cher. Et ça, c'est pour ça que la rentabilité, malgré tout, rentabilité financière, in fine, elle est importante. Et si vous voulez contourner cette rentabilité financière, c'est possible, parce qu'évidemment, il y a plein d'investissements qu'on peut faire qui sont non rentables grâce à la puissance publique. Mais dans ce cas, ça rentre, c'est des choix des citoyens et ça rentre sur le budget des États. Mm. Merci. Jésabelle, tu veux, et Maximilien et Anne, je m'adresse à vous également, si vous voulez. Là, je sens qu'on a introduit plusieurs pistes qu'il faudra poursuivre, qui vont nous Ouais. occuper pendant l'année, voire Il y a plus. il y a pas mal de pistes et puis il y a une réflexion de fond qui est, au fond, la question de savoir si véritablement le cadre est là et il suffit de l'utiliser ou s'il faut aller chercher des solutions un petit peu plus disruptives. J'entends tout à fait ce que dit Massimo et en même temps, je n'arrive pas, par exemple, à me convaincre que pour faciliter des investissements publics nécessaires, il suffirait de les déduire du calcul du déficit public. Je pense que c'est pas que de ces solutions-là un peu en trompe-l'œil comptable dont on a besoin. Je pense qu'on a véritablement besoin C'est pas comme d'articuler. ça, pardon, c'est pas comme ça que j'avais compris Massimo, mais bon, c'est un débat, voilà, le débat Oui, s'enchaîne déjà. mais bon,
ça fait partie des propositions qui sont un peu dans le débat, hein, cette idée que il faudrait déduire des investissements du calcul du déficit. Massimo nous disait, le problème, c'est que chaque euro qui est un euro de dépenses par des administrations publiques, c'est un euro de déficit. Et donc, chaque euro d'investissement public, par définition, c'est un euro de déficit. Donc, c'est un euro qui va nécessiter une augmentation de la dette. Et donc, par rapport à ça, comment est-ce Ah qu'on... voilà, Massimo veut quand même répondre. C'est très bien. Alors, Non, non, c'est plutôt technique. C'est chaque euro qui part du système bancaire consolidé et qui va au système des administrations publiques. Ce n'est pas chaque euro d'investissement public ou chaque euro de dette. C'est tout euro qui va du système net, du système bancaire au système des administrations publiques. Ce qui en fait contraint de fait les investissements publics. Donc, en fait, c'est là la variable contrainte. Enfin, on pourra discuter, et je comprends tout à fait vos objections, je suis d'accord avec vous d'ailleurs sur certains points, mais la vraie contrainte dans le processus dynamique actuel vient de ces contraintes-là. Et c'est ces contraintes-là qu'il faut sauter. On peut en discuter dans le détail, mais en tout cas, le point, c'est euro du secteur bancaire consolidé au secteur administration publique consolidée. Ok, bon, merci, on prolongera, de toute façon, on prolongera, on prolongera nécessairement ces discussions-là. Et puis, on essaie aussi d'avoir une vision un peu systémique de tout ça, hein, pour réagir aussi à ce que disait Thomas. C'est-à-dire que là, on était plutôt sur, au fond, la mobilisation des fonds publics, ce qui fait qu'on n'a pas mis le projecteur sur les fonds privés. Mais on a évidemment bien conscience de la nécessité de combiner fonds privés et fonds publics en fonction justement de la rentabilité des investissements. Donc, c'est comme ça qu'on se représente les choses. C'est-à-dire que des investissements rentables, on peut les financer par des fonds privés. Des investissements qui ne sont pas rentables nécessitent des subventions, nécessitent donc de creuser les déficits, de s'endetter davantage. Quelles sont les marges de manœuvre en la matière? Comment on élargit les marges de manœuvre? Comment on essaie effectivement d'obtenir de la dette moins chère? Ou quelles solutions complémentaires on trouve? On trouve à la dette, quelles solutions on va chercher en dehors du marché de la dette. C'est ça notre démarche. Peut-être que Anne et Max veulent dire un mot complémentaire. Non, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je ne sais pas si Anne veut rajouter quelque chose. Non, bon, effectivement, ça rejoint les problématiques sur qu'est-ce que finance la dette publique et implicitement qu'est-ce qu'on appelle rentabilité de l'investissement, notamment sur la rentabilité de la transition, puisque ces investissements, ils sont indispensables si on veut assurer les conditions de croissance demain. Donc, dire qu'il n'est pas rentable aujourd'hui, c'est dans les conditions effectivement telles qu'on le comptabilise, alors que si on essaie de se projeter sur du très long terme, on voit bien que ces investissements sont rentables parce que nécessaires. Enfin, je veux dire, c'est un peu la définition de la rentabilité. Et c'est une question qui m'interpelle quand même beaucoup. Par rapport à ces problématiques de dette publique et de qu'est-ce qu'on finance. Et en considérant que la dette privée est moins risquée ou que la dette publique, c'est telle qu'on l'entend un peu aujourd'hui, je trouve que finalement, c'est en contradiction avec le besoin de ces investissements de transition si on veut assurer les conditions de croissance dans lesquelles les entreprises pourront elles-mêmes croître demain. Merci beaucoup. Oui, juste une petite remarque. On n'a pas parlé de est-ce qu'on est à pleine capacité ou pas. Eh bien, la question, c'est là. Si on est à pleine capacité, bien entendu, on a des contraintes. On ne peut pas augmenter la dépense publique sans avoir inflation. Mais si on n'est pas à pleine capacité, s'il y a du chômage, s'il y a de l'utilisation de capacité qui n'est pas complète, il y a une marge de manœuvre. Voilà, je voulais juste préciser. Oui, alors avec ce tournant très keynésien, on va conclure. Là, il me reste juste à vous remercier à tous et à toutes
aux gens qui nous ont écoutés et qui ont posé beaucoup de questions auxquelles nous avons répondu, je pense, presque à toutes. Alors, est-ce que donc la séance sera donc a été enregistrée et sera donc publiée sur notre site. Je vous invite aussi à vous abonner à notre newsletter si vous l'avez pas déjà fait pour être au courant de la suite de ce programme et d'autres programmes de l'Institut Veblen. Merci Jésabel surtout qui a présenté notre travail collectif. Et pour d'autres aventures bientôt en ligne ou en présentiel parce que ça nous arrive aussi d'organiser des événements en présentiel. Et à très bientôt en tout cas. Ah, mais Jésabel, Oui, juste quelqu'un oui. demandait dans le chat si la note serait disponible bientôt en anglais. Je pense que ça fait On partie de va la notre projet, hein, traduire que de la traduire. Voilà. peut-être dans une forme raccourcie, mais on va à discuter. Mm. En revanche, quelqu'un a demandé aussi si les commentaires, les questions-réponses posées ici seront publiés également. Ça, j'en suis pas sûr. Ça, je ne pense pas malheureusement. Bon, en tout cas, merci encore et à très bientôt.